Bonjour, je suis Patrick Blanchon, artiste peintre, et voici la 3e émission sur les raisons de peindre. Alors sur ce thème des raisons de peindre, j'aimerais parler de l'attention, de l'attention aux choses. Quand je regarde ma propre manière de peindre depuis le début, il y a des choses auxquelles je ne faisais pas du tout attention. Et si j'agrandis un petit peu le cercle au-delà de la peinture, ça me rappelle, si vous voulez, quand j'étais en classe. Voilà, quand j'étais en classe, là on va prendre par exemple le collège ou le lycée, les gens qui étaient autour de moi, j'en retenais peut-être 3 ou 4 sur une vingtaine de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur lesquels mon attention se portait, et tous les autres disparaissaient un petit peu dans une masse sans contour, sans précision. Bon, je voyais bien qu'il y avait du monde autour, mais ils ne retenaient pas mon attention particulièrement. Et quand j'ai commencé à peindre au tout début, étant donné que je me positionnais dans une idée de peindre d'apprentissage, je ne portais pas une attention extrême à ce que je faisais. J'étais dans la réalisation en fait d'exercices, et je passais d'un exercice à l'autre sans tellement m'arrêter suffisamment peut-être sur ce que je faisais. Et donc ces exercices, je les ai rangés dans des classeurs, et je suis très très peu revenu dessus en fait par la suite. Alors c'est pareil pour les objets, par exemple. Les objets, on est entouré d'un tas d'objets dans nos maisons. On achète un jour un bibelot, on achète un jour un bouquin, on achète un meuble, voilà. Et puis après, il fait partie du décor, et si on n'y prête pas une attention, il finit par disparaître. Bon, il est toujours là, mais moins présent en fait dans la sphère de l'attention. Donc toutes ces petites choses concernant l'attention me font beaucoup réfléchir. Quand je vois mes élèves, alors là c'est la casquette de professeur que je prends, quand je vois mes élèves qui relèvent la tête en fait de leur travail, qui regardent le travail des autres, et puis qui finalement se désintéressent plus ou moins de ce qu'ils viennent de faire. Alors c'est vrai que c'est difficile d'avoir une attention aiguë dans l'immédiateté en fait de ce qu'on vient de faire en peinture, parce qu'on vient de traverser quelque chose de plus ou moins agréable, hein. Ça dépend des personnes, ça dépend comment s'est passé le déroulement du tableau, et parfois on a plus envie de s'enfuir de ce petit voyage plutôt que d'approfondir les différentes étapes par lesquelles on est passé et de s'arrêter sur le résultat final. Alors cette notion d'attention, on pourrait également la rapprocher de notre manière d'être conscient au monde en fait. En fait, quand on regarde comment se déroule une journée, il se passe beaucoup de choses dans une journée dans notre tête, hein. Et est-ce qu'on est vraiment conscient de tout ce qui se passe dans notre tête ? C'est-à-dire, est-ce qu'on porte une attention raisonnable, je trouve pas d'autres mots, mais raisonnable. Une attention raisonnable, c'est une attention à sa juste valeur, en fait, à ce qu'on pense sur le travail qu'on fait, et avec qui on parle. Vous voyez, à mon avis, il y a 80%, et encore je suis bien généreux, il y a peut-être plus que ça encore, peut-être 90% de ce qui se passe dans notre tête quand on effectue une tâche, ou qu'on rencontre des gens, ou qu'on vit tout simplement. Il y a 90% de tout ça qui passe dans l'inattention, parce que on va être focalisé par 3 ou 4 choses qui sont peut-être les obsessions en fait de la journée ou du moment, et du coup on délaisse tout le reste. Alors ça nous rapproche encore du concept, enfin du mental, et de la manière dont celui-ci nous piège un petit peu, et de notre négligence naturelle concernant tout le monde qui nous envahit, et le monde intérieur comme le monde extérieur.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on porte une attention à quelque chose et pas à une autre? Alors pour ça, peut-être, il faut revenir à l'intention de départ. Il y a une intention de départ qui fait qu'une sélection s'opère entre ce qu'on juge en adéquation avec cette intention et ce qui ne l'est pas. Donc, pour reprendre un petit peu les exemples que j'ai cités, alors dans le cadre de l'école, si on retient 4 personnes et puis on ignore quasiment les 16 qui restent, qu'est-ce qui fait qu'on va sélectionner comme ça les 4 et laisser les 16 de côté? Alors bon, faut se replacer un petit peu dans l'époque, hein. Ça peut être, enfin c'était l'adolescence, donc forcément dans les 4 il y a forcément une fille qui est plutôt mignonne, donc ça retient forcément l'attention. Après, vers quelle intention ça se dirige, il faut revenir aussi en arrière. Bon, enfin, voilà, c'est peut-être plusieurs intentions qui se croisent à certains moments. Ensuite, il peut y avoir le bon copain, c'est-à-dire celui avec qui on a l'habitude de passer ses récrés et puis d'échanger ses billes, enfin peut-être plus au collège, mais voilà, donc c'est celui avec qui les choses se passent le mieux, sans heurts, etc. Dans les 4, il peut y avoir aussi l'ennemi juré, parce que finalement, on retient aussi celui qui nous enquiquine le plus, et donc celui-là, on risque pas de l'oublier, on le met bien en tête de liste avec les autres. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Il peut y avoir peut-être celui qu'on envierait d'être. Voilà, ça pourrait être aussi une sorte de modèle, un garçon ou une fille, hein, après tout. Voilà, et qui aurait des qualités qu'on aurait envie d'acquérir. Et du coup, celui-ci ou celle-ci, on lui porterait une attention particulière, puisqu'on essayerait de modéliser son comportement plus ou moins consciemment. Voilà. Alors dans la peinture, c'est un petit peu la même chose. On va porter son attention sur certains peintres en délaissant beaucoup d'autres. Et puis on va se focaliser comme ça sur quelques aspects en fait de sa peinture. Maintenant, un peintre, c'est rare qu'il ait toujours le même style tout au long de sa carrière. Il y a peut-être une époque de sa vie qui va être particulièrement retenue par la postérité et tout le reste va être délaissé. Si on porte son attention sur l'ensemble de l'œuvre et qu'on regarde en fait le cheminement de la personne, c'est très intéressant de voir par toutes les étapes par lesquelles il est passé, de voir ce que lui a retenu en fait de son parcours, à écrémer, comprendre pourquoi il est passé de telle époque à telle époque. Vous voyez, ça, plus on va avoir d'attention envers ce cheminement, plus on va avoir d'attention envers cette personne, plus on va aussi peut-être comprendre un peu mieux l'intention qui se cache derrière. C'est-à-dire notre intention de mieux comprendre ce peintre en profondeur, parce qu'on l'envie peut-être. Alors est-ce que ça fait partie de l'intention ou bien c'est un artefact du mental pour nous faire nous diriger vers ce peintre peut-être. En tout cas, on a été attiré par ce peintre, par certains de ses tableaux, et on essaye de comprendre, enfin moi j'essaye de comprendre, c'est un peu ma nature, pourquoi je suis tellement attiré par ça, et qu'est-ce que ça m'apporte, voilà, dans mon cheminement, dans mon parcours, quelle est la part de cette personne, qu'est-ce qui m'apporte. Voilà. Alors avec cette notion d'attention, d'intention, j'aimerais parler aussi de l'anecdotique et de l'important, de l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une peinture est anecdotique? C'est-à-dire, en fait, qu'elle ne revêt pas une importance extraordinaire, elle est lisible comme ça immédiatement, et puis on s'en détache, et en fait, c'est une anecdote pour nous. Et puis, quelque chose qui va vraiment retenir notre attention, justement, et qui va créer des remous intérieurs, qui va faire qu'on va avoir des émotions, que ça va peut-être déclencher toute une suite de réflexions, d'émotions. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est anecdotique et l'autre importante pour nous? Alors
voilà, il y a encore beaucoup à réfléchir sur ce sujet. Alors les publicitaires ont très très bien compris cette histoire d'attention, cette histoire d'anecdotique et d'essentiel. Et quelque part, ils ont inversé un petit peu inverser le canevas, si je puis dire, c'est-à-dire que du superficiel ou de l'anecdotique, ils en ont fait un important. C'est-à-dire qu'ils arrivent à relever qu'est-ce qui fait en fait l'attention, enfin qu'est-ce qui constitue l'attention d'une classe de population, parce que tout ça c'est bien sûr dirigé de manière ciblée. Qu'est-ce qui va attirer une certaine classe de personnes vers tel type de produit. Et à ce moment-là, on va placer dans la publicité tous les codes, tous les critères en fait qui retiennent l'attention de cette tranche d'âge ou tranche socio-professionnelle, de manière à impacter tout de suite leur attention et leur donner une envie d'acheter bien sûr le produit. Alors en peinture, il y a une dérivation un petit peu de ça, dans ce que moi j'appelle la décoration. C'est-à-dire qu'on est passé... ça a toujours existé, depuis les plus anciennes civilisations, la notion de décoration a toujours plus ou moins existé. Pardon. Si on regarde les fresques de Pompéi, par exemple, qui sont restées debout, si on regarde... je suis allé voir le palais de Knossos, c'est magnifique, les fresques qui restent. Et on voit bien que c'était de la décoration, c'était dans des magnifiques villas, des palais. Donc ça n'aurait pas une utilité... c'était pas de la peinture à proprement parler telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'était de la décoration, de la fresque... Léonard de Vinci, notamment, quand il fait une fresque, pour lui, est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est une décoration ? À mon avis, il devait le considérer comme quelque chose entre les deux. En plus de ça, il cherchait toujours des processus de réalisation rapide, parce qu'il faisait un tas de trucs. Donc, alors je ne sais plus dans quelle ville, il y a une fresque en Italie où il avait trouvé un procédé fumeux et du coup, il a voulu faire plus rapidement que tout le monde. Et il s'est planté. La fresque s'est dégradée. Voilà. Donc je pense pas qu'il ait eu accordé une attention aussi forte, par exemple, que pour la Vierge au Rocher. C'est pas du tout le même processus de travail. Là, il avait eu une commande, en fait, et puis il a essayé de trouver un système pour aller plus vite. Voilà. Moi, je peux pas lui jeter la pierre. De toute proportion gardée, j'ai déjà fait la même chose. Voilà. Mais vous voyez cette notion d'anecdote, cette notion d'essentiel et cette notion d'importance qu'on donne à une œuvre d'art peut glisser, on peut avoir, si vous voulez, tout un champ comme ça entre la décoration, c'est-à-dire on va chez Ikea, on achète un tableau à 20 balles, et puis on va chez Christie's, et puis on achète un tableau à 7 millions de dollars, par exemple. Alors cette notion de prix, elle est complètement hallucinante aujourd'hui, bien sûr, mais c'était incompréhensible, par exemple, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, les artistes signaient très peu leurs œuvres. Donc, il y avait plus une notion d'artisanat au Moyen-Âge. Après, quand on arrive à la Renaissance, ça change avec Filippo Lippi. Filippo Lippi qui est le premier à avoir demandé le droit de signature, en fait. C'est le droit de signature, c'est-à-dire que il a été voir très probablement les Médicis à l'époque, et il leur a dit les gars, je veux bien, mais la partie créative, c'est quand même moi qui m'en occupe, donc j'ai quand même le droit de la revendiquer, d'être payé pour ça, et d'apposer ma signature sur mes œuvres. Voilà. Donc ça a été le premier à signer quelque part. C'est pas tout à fait vrai, parce que les compagnons au Moyen-Âge laissaient aussi des traces un peu ésotériques. C'était moins considéré comme une signature d'artiste. C'était juste un point de repère peut-être entre d'autres compagnons
pour se retrouver sur certains signes. Voilà. Donc cette notion d'attention, en fait, elle nous ouvre vers quel autre type de réflexion? Elle nous ouvre une réflexion, en fait, sur ce qu'est la conscience. En fait, la conscience, c'est-à-dire que je reviens à l'exemple de passer une journée, quelle qu'elle soit, et de n'en retenir peut-être que 10%, enfin de porter son attention sur 10% des choses, peut-être, et encore. Donc ça veut dire qu'il y a 90% de choses qui sont délaissées, qui passent, alors si on se fie aux psychanalystes, on va parler d'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont captées par l'être humain de manière inconsciente. Alors, les choses sur lesquelles on reste attentive, donc on pourrait réfléchir dessus. Moi, je pense il faut parler de la conscience maintenant. Il est temps de parler de la conscience. Après avoir parlé de l'attention, c'est assez lié. En fait, l'attention, ça serait un outil mental pour nourrir la conscience qui, elle, ne se situe pas forcément dans le mental. Aujourd'hui, avec tous les travaux qu'on est en train de faire en médecine, on commence quand même à se poser des questions sur l'endroit où se situe la conscience. Elle n'est pas dans le cerveau déjà, il y a quelque chose de presque évident là-dedans. Alors là, je vais sortir un petit peu du champ de la rationalité en parlant des gens qui font des expériences de mort imminente notamment. Et on n'est jamais... ils sont pas morts puisqu'ils sont revenus en fait. Alors, ils sont pas morts. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir un encéphalogramme plat, un électrocardiogramme plat, mais ils sont revenus. Alors, est-ce que c'est pas nous, est-ce que c'est pas la médecine qui a décrété en fait que la mort apparaissait à partir de tel moment, c'est-à-dire en se fiant aux machines et en disant ça respire plus, ça pense plus, c'est fichu quoi. Peut-être qu'il y a encore une autre étape, une latence, où on est encore plus ou moins vivant en ayant l'air mort, j'en sais rien. Ou alors on est mort et on revient, pourquoi pas ne pas y croire finalement. Mais en tous les cas, tous les témoignages qui sont rapportés de ces personnes qui sont passés de l'autre côté, quoi, en fait. Ils passent de l'autre côté, ils traversent quelque chose, ils traversent un espèce de tunnel avec une lumière au bout, là c'est toujours ce qui revient. Mais avant ça, ils se retrouvent au-dessus de leur lit, ils arrivent à entendre des conversations, à capter des conversations de leurs proches dans la salle d'attente, qui peuvent restituer d'ailleurs par la suite. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une conscience qui subsiste malgré l'électroencéphalogramme plat et l'électrocardiogramme plat. Voilà. Donc du coup, ça pose des questions. Alors cette conscience, on l'a tous finalement, mais elle est nourrie peut-être par nos attentions. Voilà. C'est-à-dire c'est le cheminement de notre vie finalement. Au début, on est très ignorant d'un tas de choses, quoique c'est pas vrai tout à fait. Parce que quand on est enfant, on sent énormément de choses. On ne peut pas les exprimer, mais on sent énormément de choses. Je pense qu'on sent presque tout quand on est enfant. Et puis ensuite, ça commence à mal se passer parce qu'on réfléchit, et le fait de réfléchir, évidemment, séquence les informations, les classes, et comme je le disais, on en perd une quantité phénoménale dans la réflexion. Donc la conscience pourrait être éclairée peut-être par l'attention. Voilà, ça pourrait être une manière de nourrir la conscience. Et finalement, c'est peut-être notre mission, en nous incarnant comme ça,
d'effectuer ce parcours de A à Z avec un certain nombre d'expériences, avec des retours sur ces expériences qui sont plus ou moins longs. Et tout ça finit par augmenter, si vous voulez, la conscience. Alors la conscience, elle se situe où à ce moment-là, on ne sait pas. Mais je veux surtout pas dire des conneries, quoi. Voilà. Donc, j'en ai peut-être déjà beaucoup dit. Donc voilà, alors en peinture, pour revenir à la peinture, cette notion de conscience, si la conscience ne se situe pas dans le cerveau, on peut aussi aller plus loin et se dire que la suite d'instants que nous vivons est toujours le même. Et oui, pourquoi pas? Finalement, les physiciens sont en train de parler de ça. Hein. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un passé, un présent, un futur, et puis en fait, il se pourrait que tout ça soit dans le même temps. Il se pourrait que l'avenir existe déjà et qui nous envoie en fait des informations à chaque instant pour qu'on le construise et qui se modifie en même temps. C'est un petit peu compliqué. Donc là, il faudrait se diriger vers les émissions de Philippe Guillemant, par exemple, que vous trouverez facilement sur YouTube et que j'aime bien suivre. Hein. C'est assez intéressant ce qu'il dit. C'est pas un idiot là-dessus. Et voilà. Donc quand on peint, en fait, vous voyez, vous allez peut-être voir où je veux en venir petit à petit, quoi. C'est-à-dire que quelle est l'intention, en fait, qu'on pose? Par quoi on est muet quand on fait un tableau, quoi, voilà. Alors, on peut avoir des objectifs, mais est-ce que les objectifs, c'est de l'intention? J'en suis pas sûr du tout. Un objectif, c'est pas l'intention. L'intention, elle vient d'où? Peut-être qu'elle vient pas de notre mental non plus. Est-ce que ça serait pas une mission qu'on se serait donnée avant de venir sur Terre? Alors là, je ressors encore une fois du cadre rationnel, mais quand je regarde comment une vie se construit finalement, quand je regarde la vie de mes parents, la vie de mes grands-parents, la mienne, c'est étrange, toutes les articulations qu'on peut comprendre quand on prend un petit peu de recul sur tout ça, et voir en fait le parcours global qu'a formé toutes ces articulations. Donc en peinture, si vous voulez, il faudrait revenir à cette intention, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire, hein, revenir à cette intention primordiale et l'utiliser, est-ce que c'est le bon mot? C'est plutôt se laisser utiliser par elle pour réaliser un tableau. Et à ce moment-là, on pénètre dans un espace-temps qui est une forme d'éternité, et on sait que le tableau est déjà fait. Et on a juste à suivre en fait ce que nous dicte l'intention pour réaliser le tableau. Il y a un côté un peu chamanique dans ce que je dis. Bon, moi je m'intéresse beaucoup au chamanisme aussi, c'est vrai. Mais voilà, c'est un petit peu là-dessus que je vais vous emmener sur cette émission-là, en tous les cas. Et juste effleurer un peu le sujet pour que vous ayez de quoi réfléchir. Voilà. Alors cette émission touche à sa fin. N'hésitez pas à m'envoyer vos réflexions, vos retours, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et pourquoi, surtout si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui vous a déplu. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un retour négatif sur ce que je fais, parce que c'est pas tellement le positif. Vous savez, on a peu de choses à dire de positif en général sur ce qui nous plaît. J'ai remarqué ça. Les gens, quand ils regardent un tableau, par exemple, il y a peu de choses qui viennent, à part c'est beau, ou ça me plaît. Alors c'est bien, ça suffit, ça, comme expression du
du plaisir et du ressenti, moi ça me va très bien aussi. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu monotone. Je préfère alors à ce moment-là avoir des critiques négatives, parce que ça me permet de revisiter le tableau avec la personne, de revoir un petit peu les étapes par où je suis passé, et de défendre mon tableau, bien sûr, par rapport aux critiques négatives. Voilà, donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, ça dépend évidemment à quel moment vous écoutez cette émission. Et je vous dis à bientôt.